On va parler un petit peu d'entraînement. C'est quoi une semaine type pour toi au niveau des entraînements? Bah, une semaine type, c'est aux alentours de 4 heures de tennis par jour, 2 heures de physique et après les soins. Voilà, après si tu es en tournoi, des fois tu peux faire 2 heures, entre 2 heures et 3 heures de tennis par jour et un physique de 2 heures, plus après les soins. C'est vrai que quand on y pense, on passe beaucoup de temps sur le terrain et même en salle, parce que tu vois, des fois on fait 2 heures de tennis, 2 heures de physique, on mange encore 2 heures de tennis, plus après le stretching et la récup, etc. Donc c'est vrai que nos journées, elles sont bien remplies, on passe beaucoup de temps sur le terrain. Voilà, je pense qu'après, moi je me considère comme un bosseur parce que j'aime ça, j'aime passer du temps sur le terrain, j'aime être curieux sur ce que je peux apprendre et je trouve que quand tu es sur le terrain, ben, c'est là où tu peux voilà, avoir une sensation, bosser quelque chose. Et je pense que des fois ça me porte un peu à défaut parce que en fait j'ai tellement envie de m'entraîner que vu qu'une saison c'est long, ben il y a certains tournois, je pense que j'arrive et je suis peut-être inconsciemment un peu fatigué, soit dans la tête, soit aussi un peu physiquement. Donc c'est trouver le bon équilibre. Faut faire des heures, mais il faut quand même bien gérer parce qu'il y a tous les voyages et on fait beaucoup de tournois. Par exemple, ben, au début de l'interview, tu as parlé du mois de il y a un peu plus d'un mois, tu vois, j'ai gagné un tournoi en Allemagne. J'ai fini le dimanche à 17h30. À 19h, j'étais dans l'avion pour la Finlande le jour même. Et 2 jours après, je commençais un nouveau tournoi. C'était aussi un challenger. Aussi un challenger. Là, tu as senti que c'était compliqué pour toi? Ouais, parce que bah, j'ai commencé en qualification le dimanche. Donc j'ai quasiment joué du dimanche au dimanche, un match tous les jours. Tu finis ton match, t'as pas trop le temps de faire de la récup parce que 2 heures après, t'as ton vol. Tu te tapes 3 heures de vol, t'arrives, t'arrives à l'aéroport, tu dois aller à l'hôtel, faire le checking, tu te couches. Puis après, t'as lundi, mardi, puis soit tu joues mardi après-midi, soit ils te mettent mercredi matin. Mais le laps de temps, il est quand même assez restreint pour tout ce que tu dois faire. Et même, tu vois, des fois, je me dis, est-ce que je profite assez j'ai gagné 2 titres bah, c'est un bon problème parce que tu finis le dimanche, mais quand tu enchaînes la semaine d'après, 2 jours après, tu rejoues, tu vois. Donc c'est dur d'aussi profiter parce que tu es content, mais en même temps, tu dois déjà te conditionner parce que dans 48 heures, tu as un nouveau tournoi qui Tu commence. as cette capacité à switcher? Bah, t'as pas le choix en fait. Ouais, t'as pas le choix. Ou soit tu te dis, ben, j'ai pas envie de switcher, j'ai envie de profiter, et puis la semaine suivante, t'y vas pas. Mais Ouais, et puis la saison, elle passe. bah ouais, et puis tu te dis, je joue bien, donc t'enchaînes, tu vois. Mais c'est vrai que tu profites, mais ben, le laps de temps, il est court, quoi. Quand on atteint ton niveau, est-ce qu'on fait plus que des matchs en entraînement ou bien est-ce que tu vas encore travailler tout le temps ton geste, tout le temps ton coup droit, tout le temps ton revers, ta volée ou bien en fait tu as tellement fait ces gestes que ça sert plus à rien d'optimiser, on va dire. Non, franchement, t'optimises tout. Je pense que voilà, quand tu vas voir demain, je te mets devant toi un joueur 30e mondial et un joueur 350e joueur mondial. Si tu le vois juste taper des coups droits, des revers, tu verras. Je pense que tu serais incapable de me dire si tu connais pas les joueurs, je pense que tu peux pas me dire tiens, c'est lui le 30e ou. Je pense qu'il y en a, ils peuvent se tromper parce que la qualité de frappe, c'est la même. Après, c'est justement tout ce côté psychologique et les petits détails. Donc, je pense que. Mais qu'est-ce qui change du coup entre un 30e mondial et un 300e mondial? Je pense la constance sur une saison et en fait c'est des points durant un match. Peut-être je sais pas, pour les gens qui connaissent le tennis, si on joue et on est à 4-4 au troisième, 30 partout sur ton jeu de service et tu fais une deuxième balle, ben le 30e mondial peut-être qu'il va réussir à être un peu percutant ou à te faire jouer un coup supplémentaire alors que le joueur qui est 350e, il va prendre un risque et il va faire une faute directe. Donc en fait, c'est des petits points par-ci par-là. Ça se joue là-dessus. Le fait de garder euh, une forme physique optimale et d'être aussi performant sur toute une année. Parce que tu peux bien jouer sur quelques semaines, mais après avoir des creux. Alors que je pense qu'eux, ils sont un peu plus constants. Donc je pense que ça joue là-dessus. Donc c'est pour ça que, ouais, en fait, même si techniquement ou visuellement, tu as un bon coup droit, un revers, un service, une volée, tu as toujours des petites choses à aller chercher parce que c'est ça et je pense que c'est la force des plus grands. Je pense qu'un mec comme Novak Djokovic ou Nadal, tu vois, ils sont toujours à chercher le moins de détails. Donc si eux le font, tu vois, tous ceux nous qui sommes derrière, ben, à un moment tu vas être limité. Je pense que c'est aussi ça
d'être perfectionniste, donc après de pas non plus, tu vois, enfin pour moi c'est la vie en général, tu vois, c'est une balance, c'est d'être perfectionniste, mais pas non plus à vouloir tout faire parfait, parce que si tu veux être trop perfectionniste, ben peut-être t'es jamais satisfait de toi-même, donc du coup après bah t'as un peu des pensées négatives, donc tu vois c'est toute cette balance, c'est bien assez s'entraîner, mais pas non plus trop s'entraîner. Donc c'est un peu voilà d'essayer d'avoir ça sur un régulateur et d'avoir cette balance. Tu parlais aussi de physique, c'est quoi tes entraînements physiques? Ouais, bah, écoute, je pense que le tennis c'est un sport vachement complexe, donc tu dois être assez fort, tu dois être rapide, tu dois avoir une bonne coordination, tu dois être bon sur les mouvements latéraux, tu dois être bon vers l'avant, tu as la poussée au service, donc tu as tout ça. Donc on fait du cardio, on fait de la muscu, on fait de l'explosivité, on fait de la plio. On doit être aussi souple, on doit avoir un temps de réaction court. Donc en fait, ça englobe vraiment énormément de choses. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la définition d'un athlète, mais c'est vrai qu'on doit vraiment tout expérimenter. Et des fois, c'est ça qui est pas facile, c'est voilà, mettre un peu des priorités sur quoi bosser, parce qu'une journée, c'est 24 heures. Et puis, ben, même s'il y a plein de secteurs sur lesquels tu veux progresser ou évoluer, ben, tu peux pas non plus tout bosser d'un coup. Parce que des fois tu t'y perds ou peut-être après tu perds en qualité. Mais c'est vrai que ouais, tu dois avoir ce petit jeu de jambes, mais en même temps tu dois faire de la force. Tu dois avoir quand même un cardio, parce que si tu fais les grands chelems, ben, les matchs peuvent se jouer en 5-7. Donc des fois on peut jouer 4 heures. Des fois les matchs sont plus courts, donc tu dois être explosif sur un laps de temps. Donc ouais, je dirais c'est vraiment global. Donc on fait vraiment un tout. Ouais, je pense au niveau de l'accès à la pratique. Le tennis c'est super dur. Il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée que dans le foot. Par exemple, dans le foot, tu vas vite savoir faire une passe, vite faire un shoot, contrôler la balle un peu. Voilà, tu peux vite commencer à avoir une idée de ce qui se passe. Tandis que dans le tennis, en fait, ça demande beaucoup plus de skills. Et donc, ouais, il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée. Tu atteins plus difficilement vite un petit niveau en tennis qu'en foot, Ouais, j'ai l'impression. je pense que c'est pas évident, mais on en revient à ce qu'on disait au départ. Tu vois, je pense que c'est pour ça quand tu es jeune, quand tu touches à plein de sports différents, ça t'apporte pour d'autres sports, peu importe ce que tu fais, mais dans chaque sport, tu peux trouver des choses en relation qui peuvent être intéressantes pour après un sport sur lequel tu te diriges. C'est quoi les plus grandes étapes que tu as dû franchir pour arriver où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des moments de doute, ouais, de doute profond, et comment tu as fait en fait? Ouais, bah il y a forcément, il y a des moments où tu doutes, tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix. Ça m'est arrivé d'aller 2-3 fois à des cours d'uni. Parce qu'en fait, ouais, t'es un peu perdu. Tu as eu des moments où Ouais, tu t'es demandé qu'est-ce que tu étais en train de faire? C'est-à-dire que tous tes efforts, est-ce qu'ils en valaient vraiment la peine? plus des moments de dire est-ce que je vais y arriver. Et c'est dur parce que tu vois, moi j'ai stagné 4 ans aux alentours de la 500e place. J'ai toujours dit à mes parents, écoutez, si à 27 ans je suis toujours 500e mondial, j'arrêterai. Parce que là on parle des tournois Challenger, mais tu as le circuit en dessous qui est ITF, et celui-là qui est encore plus dur parce que les conditions sont plus dures. Tu te sens, pour être honnête, quand tu es sur un tournoi comme ça, tu te sens pas professionnel. Pourtant tu l'es, parce que même quand j'étais 500e mondial, vu que c'est mon métier, Ton mode de vie c'était le même. c'était le même, parce que vu que c'est un métier, n'importe quel métier, tu dois faire entre 8 et 9 heures au bureau. Au tennis, voilà, j'y consacrais le même temps. Et vraiment à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, si à 27 ans je suis encore 500e mondial, je me vois pas continuer. Donc c'est sûr, j'ai eu plein de discussions avec mes parents, ou même eux, tu vois, de leur avis, tu vois, ils disaient... Ils le voyaient de l'extérieur, et même eux, je pense, ils se disaient, est-ce que notre enfant, est-ce qu'il est heureux? Et je pense pour eux, le plus important, c'était de me voir heureux. Et c'est vrai que quand j'étais en difficulté, j'étais pas forcément heureux, parce que tu sens que ça se passe pas forcément comme tu l'avais rêvé ou espéré. Il y a Omar qui est là, je sais que j'ai eu plein de discussions avec lui où tu te dis c'est la galère, quoi. C'est la galère, parce que la vie d'athlète est magnifique, mais tu as aussi l'après-carrière, tu vois, si tu vois sur le long terme, et tu sais que si tu continues comme ça, même si tu vis une expérience sympa et une expérience qui te plaît, derrière, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu vois, si tu y arrives pas.
C'est des questions que tu te poses. Donc oui, il y a des fois où, une ou deux fois où j'étais vraiment perdu, où je me posais la question, est-ce que je vais y arriver? Et puis ouais, j'avais été à un ou deux cours comme ça. J'avais été avec Omar, j'avais accompagné un cours de droit à l'Uni et je l'accompagne. Et puis bon, moi le droit c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéressait pas forcément parce que moi ma passion c'est le tennis et je sais que c'est ça que je voulais faire, même si j'avais du mal à monter au classement. Tu vois ce qui se passe à l'extérieur, t'es à l'Uni, puis tu dis ouais en fait je me vois pas là, tu vois. Donc après ça te remet un peu pas les idées en place, mais tu vois, ça te réconforte un peu dans aller, je remets un couvert, j'y vais. Après, moi, j'ai jamais manqué vraiment de motivation, mais c'est vrai que tu as quand même forcément des moments un peu down où tu dis, tiens, est-ce que je vais y arriver? Mais parce que moi, j'ai aussi stagné. Il y en a qui ont comment dire, des progressions croissantes. Et quand tu fais que progresser, ben t'as pas le temps de te poser ces questions. Pas le temps de te poser des questions. C'est toujours quand c'est un peu plus dur que tu te poses un peu ce genre de questions. Donc ouais, j'ai eu des moments qui sont pas faciles. Mes parents même m'ont posé la question, ah mais si tu devais arrêter le tennis, qu'est-ce que tu fais? Et honnêtement, j'avais jamais de réponse. Mais pour le coup, ça c'est quelque chose, je me suis jamais moi fait trop de soucis. Parce que je me suis toujours dit que j'allais réussir à rebondir, mais c'est vrai que quand t'es un peu plus jeune, ben t'as pas cette maturité, et ouais, et quand tu stagnes un peu au classement, tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix, tous les efforts que je fais au quotidien, les sacrifices, mais ça c'était vraiment, je dirais, ma deuxième année sur le circuit, c'était pas évident. Parce que j'avais 18 ans, j'étais plus jeune, j'avais pas la maturité que j'avais aujourd'hui et je me rappelle être parti faire 2 tournois à Singapour, j'avais vraiment pas bien joué au premier tournoi et j'avais l'anniversaire, les 18 ans d'un de mes meilleurs amis. Et puis bon, quand t'as 18 ans, tu sais que quand t'es jeune, c'est important, tu deviens majeur. Et tu vois, le fait de savoir que j'allais pas pouvoir être à l'anniversaire je crois que c'était l'anniversaire d'Omar, de mon meilleur pote pour ses 18 ans. Toi, t'es à l'autre bout du monde, tu viens de te faire perdre au premier tour, t'es tout seul. C'est des choses pas faciles à vivre quand t'es jeune. Et c'est pour ça, je pense qu'au tennis, on parle de classement et d'âge. Et je pense que les jeunes qui sortent aujourd'hui, ils ont des qualités tennistiques, pas forcément meilleures que les autres, mais en fait pour moi c'est la maturité. Ils ont compris des choses que peut-être que moi j'ai compris à 25 ans ou que j'ai compris aujourd'hui à 27 ans, et eux l'ont compris à 20 ans. Alors après, pourquoi eux l'ont compris plus tôt que moi? Est-ce que c'est les personnes qui l'entourent? Est-ce que c'est juste aussi la vie qui est faite comme ça? Mais je pense que des joueurs de tennis, en tout cas pour le tennis, je parle du sport que je connais, les autres, je sais pas si c'est pareil dans d'autres sports, mais pour moi, certains jeunes qui percent, ils n'ont pas forcément des meilleurs coups tennistiques, mais ils ont une maturité. C'est aussi corrélé avec la confiance en soi? Peut-être, certainement. Et je pense que c'est confiance en eux et une maturité sur des choses qu'ils établissent. Ben voilà, eux, ils le comprennent à 20 ans, alors que d'autres personnes le comprendront à 25 ans. Et ça se peut, certains joueurs peut-être le comprendront jamais, et c'est pour ça qu'ils stagneront, peu importe le classement qu'ils ont. Et aujourd'hui, avec l'expansion de l'IA, de toutes les nouvelles technologies, est-ce que tu travailles avec des neurotrackers qui vont augmenter peut-être ta vision dans l'espace, qui vont augmenter ta réactivité et qui vont peut-être te permettre de plus prédire le coup de ton adversaire? Non, j'utilise juste... on a des données sur quelques informations clés d'un joueur, un peu plus sur les zones sur lesquelles il sert, ou peut-être qu'en revers, il joue plus souvent croisé, longue ligne, ou au centre, ou il marque plus souvent le point en faisant un coup droit gagnant, décroisé et autres. Mais sinon, tout le reste, non, j'utilise pas en tout cas pour ma part. Moi, je regarde en fait, on a un site avec certaines données. Et je regarde ça un peu, mais c'est vraiment basique, tu vois. Je sais qu'il y en a qui font appel à des gens auxquels c'est vraiment leur métier, où ils sont dans la stat, parce que le tennis, ça reste quand même aussi un sport de statistiques. J'utilise un peu. Après, voilà, moi, avec mon style de jeu, j'ai un style aussi un peu à l'instinct, parce que j'ai un jeu assez agressif. C'est sûr, peut-être suivant le style de jeu, il y en a qui peuvent faire plus recours que d'autres à la statistique, parce que voilà, en fonction de ton schéma de jeu et de comment tu penses être le meilleur pour gagner le point, ben des fois la stat est plus intéressante. Peut-être quelqu'un qui est un peu plus en fond de cours, qui va plus pousser son adversaire à la faute, que par exemple moi qui prends le jeu à mon compte.
toi, tu montes quand même relativement beaucoup au filet. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou est-ce que c'est une stratégie de ta part, vu que tu es grand? Est-ce que ton jeu, c'est plus dû à l'instinct ou il y a quand même quelque chose de réfléchi derrière? Où c'était réfléchi, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai stagné quasiment 4 ans aux alentours de la 500e place mondiale. Et en fait, quand je suis arrivé à Cannes, les entraîneurs auparavant, ils me disaient de jouer de façon plus agressive, mais tu vois, je sens que je l'avais pas en fait adhéré à 100%. Et j'y croyais, mais je sais pas, il y avait comme un peu toujours un frein au fond de moi. Et quand je suis arrivé à Cannes, j'ai eu un discours avec le coach qui allait s'occuper de moi. Et voilà, je pense que ces mots, ils m'ont plus percuté. Tu vois, ça, je trouve que c'est intéressant dans le coaching. Tu vois, ça se peut dans une pièce, on va être quatre à raconter la même histoire. Et si quelqu'un nous écoute, ben, il va peut-être plus retenir l'histoire de telle ou telle personne parce qu'il a utilisé des mots qui lui parlaient plus. Donc voilà, moi, il m'a dit, écoute, là, tu snacks. Je pense que voilà, ton jeu, faut vraiment le développer vers l'avant. Donc te forcer au départ à faire service volé, même retour volé, pour mettre une pression constante sur ton adversaire. T'es grand. Si tu restes au fond, tu peux gagner des matchs, mais il y aura toujours peut-être quelqu'un qui tape un peu mieux du fond que toi, qui va se déplacer un peu mieux que toi, qui va être un peu plus solide tactiquement ou physiquement. En restant au fond. Et je pense qu'aujourd'hui, le style de jeu que je propose, il n'y en a pas tant que ça qui le propose. Donc je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'est peut-être ma carte à jouer, mon épingle à sortir pour essayer de faire la différence à ma façon. Parce que ben, je suis grand, je suis gaucher, je prends de la place au filet, donc c'est pas facile de me passer. Donc voilà, je me suis dit, allez, ben... De toute façon, là, ça fait 4 ans que tu stagnes. Ouais, autant miser sur ça. Autant miser sur ça, lance-toi là-dedans. Et franchement, ça a payé. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir des bons résultats, je pense que ça m'a réconforté. Mais je sens que du moment que j'avais fait ce switch et je m'étais dit avec lui, allez, let's go, on se lance sur ce mode de jeu, je sentais que tu vois, ça m'avait vraiment imprégné parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que, tu vois, que j'ai commencé à regarder des vidéos de Edberg, de Pat Cage, de Forget, de tous ces mecs qui proposaient ce style de jeu. Je sentais vraiment, tu vois, que au fond de moi, j'avais trouvé mon identité de jeu et que coûte, j'allais jouer maintenant de telle façon. Et voilà, et franchement, je pense que j'ai encore plein de barrières à franchir et je pense que si je continue à peaufiner ce jeu-là, voilà, à progresser dans tous les secteurs, j'ai encore une marge de progression autant tennistique et puis qui est énorme, et puis le classement suivra, et après, ben, c'est ça qui est beau, c'est qu'on sait pas jusqu'à où on peut aller. J'ai envie qu'on parle un petit peu de ton tournoi à Majorque, ATP 250. Est-ce que c'est le highlight de ta carrière? Comment tu l'as vécu ce tournoi? Tu sors en demi-finale. Raconte-nous un peu tout ça, qu'on vive ton expérience. Ouais, bah à l'heure d'aujourd'hui, je pense, c'est comme tu dis, c'est le highlight de ma carrière. Et écoute, c'était juste avant Wimbledon. Moi, c'est le gazon, c'est une surface que j'aime bien. Et c'était, si je dis pas de bêtises, la reprise ou pendant le Covid, ou la reprise, quelque chose comme ça. Et j'avais gagné un tournoi au Mexique, donc j'étais monté aux alentours de la 320e place. Et ensuite, j'avais fait des tournois sur gazon. Et à ce moment-là, j'avais 3 options qui s'offraient à moi. Soit je faisais les qualifs de 250 à Eastbourne, soit les qualifs du 250 à Majorque, soit je tentais les qualifs de Wimbledon. Et en fait, je m'étais dit, bon, avec mon classement, je vais pas rentrer aux qualifications de Wimbledon. Donc, vu que les qualifications, ça va du 105e joueur au 250, je me suis dit, bon, si je vais signer sur un 250, qui est une autre catégorie de tournoi, je risque de rentrer parce que les 250 premiers, entre guillemets, ils seront à Wimbledon. Donc, du coup, je discute avec mon coach et je me dis, bon, est-ce que je vais à Eastbourne, je vais à Majorque? J'étais déjà en Angleterre, donc je me dis, la facilité, c'est quand même d'aller à Eastbourne, mais en même temps, Majorque, je pense que la liste, elle va descendre un peu, donc j'ai peut-être un peu plus de chances d'aller à Majorque. Et finalement, jeudi après-midi, je me décide, je me dis, bon, je pars à Majorque. Donc j'arrive là-bas, je m'entraîne le vendredi, je signe sur place. Donc là, je suis même pas, je me dis, tiens, est-ce que je vais rentrer, je vais pas rentrer.
je vois quelques joueurs qui sont aussi venus signer sur place, qui ont dû penser la même chose que moi, donc je me dis, à tout moment, je rentre pas. Mais comment, pour qu'on comprenne, ça veut dire quoi ça? Je signe, je rentre pas. Ça veut Bah, en fait, t'as une liste officielle des qualifications et après, ils appellent ça les alternates, c'est les gens qui sont en dehors. Et si, par exemple, au dernier moment, il y a Parce que toi, à cette époque-là, tu étais 320e mondial. ouais, quelque chose comme ça, je dis Ok. pas de bêtises, ouais. Donc ça veut dire que si, comment dire, Les qualifications, c'est 12 joueurs. Et Ouais. par exemple, s'il y a 12 joueurs mieux classés que moi, je suis Toi, pas tu dans les sautes. qualifications. Mais si, par exemple, pour X raison, il y a un joueur qui se désiste, il s'enlève de la liste et du coup, la liste, elle bouge en arrière. Et ainsi de Donc suite. tu vas à Majorque en espérant que En tu espérant rentres. jouer. Ah Ouais. ouais. Parce qu'en fait, il y avait la liste des qualifications et peut-être j'étais 5 dehors. J'étais 5e alternate. Donc, c'est-à-dire quand le tableau et les qualifications, il fallait que 5 joueurs se désistent pour que je puisse, moi, rentrer. Et ce qui a été le cas. Donc, du coup, j'étais en qualification et là, je joue au premier tour contre un Espagnol, Taberner, qui était top 100, qui était 90e joueur mondial. Et je me dis, bon, tour compliqué, j'avais joué fin d'année d'avant, j'avais perdu 6-1, 6-2. Et je me retrouve à gagner. Donc, tu vois, là, déjà, ben, je me dis, bon, par rapport Tu à. gagnes combien? Je pourrais pas te dire, ouais, je suis pas bon pour les scores. En 2-7, je gagne en 2-7. Et je me dis, bon, bah, super victoire, c'est un top 100. Maintenant, allez, dernier tour des qualifications. Et là, je joue contre un joueur qui avait fait aussi un super match. Et du coup, on est quasiment au même classement. Mais je savais que c'était un joueur qui jouait bien sur gazon parce que, pareil, il servait fort, gaucher, etc. Et je sais que je sauve une balle de match lors des derniers tours des qualifications et je me qualifie. Et bon, du coup, bah là, je me dis, bon, bah, déjà au fond de moi, je me dis, bon, j'ai fait le bon choix. Je suis venu à Majorque. C'est vrai que pour le coup, par rapport au tournoi que je fais d'habitude, il avait un prize money qui était sympa. Et puis en plus, ça faisait pas mal de points. Et là, je regarde un peu le tableau principal, je regarde un peu les qualifiés qui on peut jouer. Et je joue Del Bonis, un Argentin. Mais je sais que sur gazon, c'est pas sa surface préférée. C'est un super joueur, mais tu vois, je sens qu'il y a Il était combien de mondial là à cette époque? Bonne question, je dirais peut-être 60, Hmm. quelque chose comme ça. Je sais qu'il a été un peu mieux, mais je sais que c'était plus un joueur de terre battue que de gazon. Bah, tu vois, avant on parlait de Gaël, mon fils, c'est cool parce que à Majorque, avant les matchs, je l'appelais parce que c'est des joueurs que lui, il a côtoyé durant toute sa carrière et puis moi, je les connaissais pas trop. Donc, tu vois, quand je te disais qu'ils sont super ouverts, tu vois, je lui dis, tiens, aujourd'hui, je joue contre tel joueur, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc, il me briefait un peu, durant toute la semaine, il m'a briefé un peu sur les matchs, que c'est des joueurs que lui connaissait par cœur, mais moi que je connaissais, C'était nouveau pour je toi. connaissais de nom, mais tu vois, c'est pas des joueurs que j'affrontais régulièrement. Donc je joue contre Del Bonis et pareil, je gagne en 2-7, je crois, ou 3-7. Je dirais 2-7 de Et là, tu mémoire. joues comme Gaël t'a dit ou bien? Non, en fait, il me dit pas, tiens, je joue de telle façon. Il me dit, tiens, par exemple, Del Bonis, il a un lancer de balle super haut. Donc en fait, au retour, ta reprise d'appui, tu ne vas pas le faire trop tôt parce que sinon, tu es un peu dans un contretemps. Tu sais, c'est des petits détails comme ça. C'est pas, tiens, je joue sur son coup droit ou je joue sur son revers parce que les mecs, ils jouent tous bien. Mais c'est des petits détails là-dessus. Donc par exemple, on parle un peu vaguement, il me dit ça, il me dit, tu vois, le lancer il est super haut, donc fais attention d'être dans le bon rythme, etc. pour le retour de service. Et je gagne en 2-7. Et puis là, c'est sympa parce que j'ai un pote, Sébastien Manta, avec qui j'ai fait l'école, qui fait Kiro à Toulouse. Il me dit, gros, si tu gagnes le prochain match, je prends l'avion et je viens te voir. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, carrément, j'ai une place dans ma chambre, viens me voir jouer. Moi, j'étais tout seul sur place, Sans entraîneur. sans entraîneur. J'étais tout seul parce que mon entraîneur, il pouvait pas voyager avec moi cette semaine-là, c'était pas prévu, il avait pas pu venir. Donc je joue Del Bonis et au tour suivant, je joue contre Talon, je crois. Ouais, est-ce que je joue une tête de série et je joue contre Talon Grisport. Donc là, c'est le quart de finale. Là, c'est quart de finale. Hmm. Si je dis pas de bêtises, c'est putain, mais est-ce que je joue quelqu'un d'autre avant? Ah oui, non, pardon, juste exact. Je joue contre Carreno Busta, qui est 30e mondial ou 25e mondial. Espagnol, on est chez lui. Donc je joue contre lui, je crois le lendemain, et je gagne pareil en 2-7 ou 3-7, je sais jamais ça, désolé. Et je joue contre Carreno Busta. Donc du coup, là, je fais un super match. Franchement, j'étais zen, je pensais à ce que je devais faire sur le terrain pour bien jouer. Et franchement, ouais, j'ai forcément le stress, mais ça se passe bien.
Donc je gagne contre Carreno Busta, super victoire, tu vois, j'ai fait qualifier, passer 2 tours dans le tableau de 250. Comme je te disais, tu vois, le prize money, franchement, par rapport à ce que je faisais, c'était dingue pour moi, tu vois, c'est quasiment sur un tournoi, je gagnais ce que j'avais fait sur toute la saison. Et puis, et du coup, il y a mon pote qui m'écrit, il me dit, c'est bon, j'arrive à Majorque, il m'envoie ses billets, etc. Et il arrive à l'hôtel, et là, qui je croise à l'hôtel? Mon père. Mais non, tu savais pas, il te fait la surprise. Ouais, il me fait la surprise et ma mère, elle m'appelle, elle me dit ah, c'est bon, j'ai pris le billet d'avion pour ton père et il a la chambre. Et là, je me dis merde, la chambre. Je viens de promettre à mon pote qu'on allait dormir ensemble et il y a mon père qui arrive. Ah, bah, je fais chier, papa. Et non, et franchement, c'était une surprise de dingue parce que du coup, lui, il a pris son billet. Bon, c'était pas un problème. Après, j'ai juste pris une chambre de plus à l'hôtel. Je m'étais dit bon, j'ai un peu de gains, donc tu vois, ce que je te disais, quand t'as un peu plus de gains, etc. Bah, tu te prends moins la tête. Tu te dis je prends une chambre pour mon père. Et du coup, j'ai fini la semaine avec les deux. Donc voilà, et puis après je joue contre Talon Grispur, du coup en quart de finale. Aujourd'hui il doit être pareil, il doit être dans les 30. À l'époque je pense qu'il devait être 45 ou 50. Là je gagne en 3-7 en faisant un super match. Pareil, tu vois, donc le gazon il était pas top à Majorque, il y avait pas mal de petits fourbons, donc fallait être joueur, fallait être habile. Et moi c'est dans la Nadal Academy? Oui, non, lui il est à Manacor et nous on a vraiment joué à Majorque. Ok. Lui, son académie, c'est à Manacor. Ouais. Ok. Et pareil, du coup, je fais un super match et non. Et puis là, c'était vraiment sympa parce qu'il y avait Seb, il y avait mon père, donc j'ai vraiment pu profiter. Mais voilà, en fait, j'ai joué tard le soir, on a fini tard, on a fait les soins, etc. Et je me rappelle le soir là, heureusement, je jouais pas le lendemain, mais on avait galéré à trouver un truc à manger. Je crois qu'on avait fini dans une sorte de kebab, mais vraiment, il y avait rien d'ouvert parce qu'on avait fini tard. Tu sais, ce que les gens ils pensent que t'arrives, tu sais, tu joues ton match, etc. Mais quand tu joues ton match à 14h, t'es au stade depuis 10h30 et le temps de finir ton match, tu pars peut-être de l'enceinte, c'est 19h. Donc t'arrives à 10h, tu pars à 19h, mais le laps de temps, le match il a duré peut-être qu'1h30. Mais tu vois, tu tapes, t'arrives. Logistique quoi. Voilà, t'arrives avant, tu fais ton échauffement physique, ensuite tu tapes, ensuite tu manges, t'attends ton match, et puis après ton match, t'es à la. Médias, radio, tout ça. Il n'y a pas trop sur les tournois, il n'y a pas tant que ça. Enfin, sur les 250, il n'y a pas trop, mais t'as un ou deux peut-être interviews. T'as la douche, tu manges quelque chose. Ensuite, tu fais encore les soins pendant 1 heure avec les physios. Tu stretches encore un peu. Donc, c'est vrai que le temps passe vite. Et puis, j'avais vraiment joué tard le soir. Et donc là, kebab quoi. Empoisonnement. Empoisonnement, mais je crois qu'on n'avait pas trop le choix. Je sais plus comment on s'était retrouvé dans cette galère. T'as pas peur d'être contaminé, je sais pas, même l'avion tout d'un coup non, mais je crois vraiment qu'on n'avait pas le choix. Tu sais, t'es sur une île, il n'y avait pas Uber Eats, je sais pas pourquoi. Le buffet de l'hôtel était fermé et puis il n'y avait plus un seul restaurant qui servait. D'accord, ouais. Mais donc ça te fait pas peur d'aller quelque part? Tu te dis, j'arrive en demi-finale d'un 250. Non, je me prends pas la tête. Ah ouais, pas. Bah après je me dis, ouais, mais après je me dis, soit je mange ça, soit je mange rien. Ah ouais. Donc, mais après, non, c'est sûr, c'est pas l'idéal. J'aurais préféré manger autre part, manger un truc sain, etc. Mais vraiment, pour le coup, il y avait rien. Et voilà, mais après, j'avais le lendemain un jour off. Du coup, j'ai juste tapé. Puis après, la demi-finale, pareil, Gali m'avait donné un ou deux tips. Tu vois, que par exemple, Bautista, il passe beaucoup croisé en revers. Quand il est en coup droit, il joue beaucoup décroisé, des trucs comme ça. Et j'ai fait un bon premier set et après je crois que j'ai perdu le premier set et après j'ai eu un petit coup de mou. Tu t'es écroulé après un peu. Ouais, je crois que un peu avec les qualités, enfin pas tout qui retombait parce que tu te dis le tournoi il est pas fini, mais ouais, j'ai eu un petit coup de barre. T'as sorti déjà des top 100, c'est dur quoi. Mais non, franchement, expérience de dingue, super tournoi. Je dirais le petit seul regret, c'est que Daniil Medvedev a perdu en quart contre Bautista. Et s'il avait passé, j'aurais joué Daniil qui était numéro 1 mondial à cette époque. Ça pour le CV, c'est. Ouais, pas pour le CV, ça se peut, qui sait, peut-être je l'aurais battu. Mais c'est sûr que ça aurait été sympa de dire que j'ai joué. Alors voilà, je me souhaite avec le reste de ma carrière qui est devant moi que je joue des numéros 1 mondial. Mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, ça aurait été sympa de dire tiens, j'ai joué contre un numéro 1 mondial qui était lui à cette époque. Ouais. Mais il avait perdu. Et ensuite, mais Bautista Agut, super joueur, super joueur en général, mais sur gazon aussi, il joue super bien. Donc, là, pour la demi-finale, là, avec la forme physique et tout, la marche était un peu haute. Mais franchement, c'était une expérience de dingue, un super tournoi.
Et je pense, voilà, c'est l'état d'esprit que j'ai eu durant ce tournoi-là, tu vois, que j'essaye de reproduire, parce que j'ai eu un peu ce détachement où, en fait, vraiment, sur le terrain, je sentais que j'arrivais à penser à qu'est-ce que je dois faire pour bien jouer, et tu vois, faire abstraction un peu du score, de l'adversaire, de l'événement. Alors forcément, même quand j'ai joué contre Carreno, quand j'ai servi pour le match, tu vois, tes jambes, elles tremblent. T'as tenu tous tes jeux de service assez aisément et puis d'un coup tu dis c'est le jeu pour conclure, donc tu cogites un peu plus. Mais c'est vrai que je dirais c'est une semaine où j'ai vraiment réussi, tu vois, l'équilibre dont je te parlais, que je cherchais, ben vraiment à être vraiment dans le mode de pensée optimal pour performer au mieux. Donc ouais, non, c'est sûr, c'était un souvenir génial, et puis sympa de l'avoir partagé à la fin de semaine avec mon père et Seb. Concernant le prize money, est-ce que c'était combien? Je crois que c'était aux alentours des 50, mais après tu as les taxes, du coup j'avais reçu 32. Ouais, mais ça te met bien pour l'année, tu peux... Bah c'est sûr que ouais, là avec ça m'avait fait un bon classement et ça m'avait fait une autre, donc bah disons que les années auparavant où j'étais en futur, où je finissais l'année dans le rouge, ben là c'est un peu à partir de cette année-là où j'ai commencé à finir un peu dans le vert, et ça m'a aidé justement à réinvestir quand il me manquait des sponsors, à moi avoir cet argent-là de côté pour le combler, et aussi à rattraper un peu ce que j'avais perdu sur les années précédentes en futur. Et puis dernièrement, tu gagnes le Challenger à Munich. Est-ce que tu peux me parler de ce match? On va parler de la finale. J'ai regardé les highlights du match. C'est assez ouf parce que dès que tu marques, toi quand tu marques des points, il y a le public, on dirait qu'il y a une ambiance de mort. Ah ouais, tu l'as remarqué de malade mental, mais sur la vidéo. Hein. Ouais. De malade mental. Et dès que l'autre qui est allemand, il était allemand, Maximilian, et tout le public derrière lui. Est-ce que pendant le match, t'as vu ça ou pas du tout? T'étais donc non, au match pareil, je pense que c'est une semaine où, comme je te disais, tu vois, j'ai réussi à faire abstraction de ça. C'est vrai que j'avais une saison correcte, mais pas à la hauteur de mes attentes, tu vois. Le tournoi précédent, j'avais perdu au deuxième tour. C'est vrai que je pensais un peu à la fin de saison, parce que les saisons sont longues, tu vois. Je pense que c'est un endroit où je peux progresser sur mon calendrier, parce que comme je te disais, tu vois, toutes les semaines, t'as un tournoi, donc quand tu joues bien, t'as envie d'enchaîner, et puis quand tu joues pas bien, tu te dis faut que je joue pour continuer d'essayer de marquer des points. Et ouais, je pensais un peu à mes vacances pour être honnête, mais je me dis voilà, écoute, c'est le seul tournoi de l'année en Challenger qui est sur moquette, qui est une surface ultra rapide, donc qui correspond à mon jeu. Et je me disais, bon, écoute, si au pire, si tu perds sur ce match, tu vas être un peu loin pour les qualifs de l'Open d'Australie. La Finlande, t'y vas pas, et ça te permet de bien souffler, de faire une super prépa foncière. J'ai le changement de structure et d'attaquer 2024. Et je me suis retrouvé je suis parti des qualifs, à jouer dimanche, à gagner, à jouer lundi. Premier tour tableau, j'ai gagné. Et je faisais franchement des super matchs, parce que quand j'avais vu mon tableau, j'ai joué un Allemand, Oscar Otte, qui avait gagné le tournoi, donc tu vois, c'est-à-dire qu'il est allé sur cette surface. J'ai joué le Suisse Hussler, qui avait gagné ce tournoi, donc pareil, je sais qu'il est allé sur cette surface. Et voilà, je me prenais pas trop la tête, j'arrivais peut-être à avoir un peu plus ce détachement durant les matchs, où voilà, j'appliquais mon service volé, j'essayais de mettre la pression sur l'adversaire, et puis je suis arrivé jusqu'en finale. Pareil, tu vois, toute la semaine j'étais seul, donc ça c'était un peu long, parce que j'étais dans la banlieue de Munich, j'étais seul. C'est long, tu sais, quand t'es en tournoi, tu manges seul le resto, tu viens de te qualifier par demi-finale, t'es seul à manger au resto le soir, t'as personne à qui parler. C'est ouf. C'est ouf d'évoluer à tel point ce niveau, qui est quand même l'élite du tennis, et au final, c'est des moments où t'es plein de solitude souvent. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que tu dois pas gérer. Plus finir, que tu dois gérer tous les trucs, mais en fait... Non, ça c'est que pour peut-être les 10 ou 20 meilleurs mondiaux. Mais c'est incroyable la différence entre... alors que le niveau n'est pas... La différence de niveau, elle est beaucoup moins grande que la différence de mode de vie. Ouais. C'est monstrueux ça. C'est pour ça, tu vois, moi en étant en 240, je finis l'année peut-être... les chiffres sont transparents, tu peux voir sur l'ATP, mais... Tu vois, je gagne peut-être 150, mais après, t'enlèves les taxes, les impôts, etc. Alors que quelqu'un qui est finalement 95, donc il est peut-être 150 places devant moi, il fait une année à 400. Tu vois, donc c'est 3 fois ça, alors que c'est exponentiel. Et puis le niveau n'est pas exponentiel. Voilà, et ceux qui sont dans les 20, ils font peut-être une année à 800.
Donc, tu vois, c'est 8 fois ce que moi, et pourtant, il y a moins de 200 places qui nous séparent. Et du coup, je me retrouve en finale et je joue un Allemand qui est top 100. Pareil, qui joue gaucher, qui joue super bien sur cette surface. Lui, s'était pas fait breaker de la semaine. Moi, je m'étais pas fait breaker de la semaine. Et ouais, et du coup, j'enchaîne en Finlande parce que du coup, en Finlande, j'étais en qualification, donc je devais jouer le dimanche en Finlande. Mais vu que la finale avait lieu le même jour que ma finale en Allemagne, du coup, j'intégrais le tableau directement en Finlande. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, je joue en Finlande. Et là, je dis à mes coachs, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a la finale qui est à 14h. J'ai un vol à 18h, soit j'en ai un le lendemain matin. Mais je me dis, pour gagner du temps, ce serait bien que je parte le soir. Je me dis, moi, les matchs sur Moquette, ils vont quand même assez vite. 18h, 18h30 ou 18h45, il était mon vol, je serais large. Bref, je décide d'acheter mon vol avant la finale. Et là, premier set, je gagne 7-6 au tie-break. Derrière, je perds 7-6. Ouais, de nouveau, c'est de nouveau, trois fois le. Ouais. Il y a 3 tie-breaks, donc je perds le deuxième au tie-break. Je crois que je rate une balle de match. Ah, ou Je peut-être crois pas. pas. Non, ou c'est au troisième. Donc, bref, je perds le deuxième 7-6. Et là, je vois l'heure qui tourne et je me dis, ah ouais, mais je commence à voir mon vol dans moins de 2 heures là. Donc, faut pas trop qu'il traîne le troisième set. Ouais. Et je vois qu'on est embarqué dans un troisième set. Voilà, et je suis à 6-6 au troisième. Et là, au tie-break, je me dis, en fait, là, mon vol, ça va être short parce que je dois passer à l'hôtel, je dois faire ma valise. Donc, en fait, je suis presque plus concentré sur comment je vais faire pour avoir mon vol que sur la finale. Ça te sort du match, ça, ou même pas? Non, mais je pense que ça m'a aidé. Ça t'a aidé à gérer la pression, en fait. Je pense, parce que ouais. ton attention, elle est concentrée sur quelque chose d'autre. Inconsciemment, je pense que ouais. Ouais, je vois. Et comprends, hein. le tie-break, je rate une balle de match. Et là, on tourne à 6-6. Et là, je me dis, écoute, Antoine, je crois qu'il te reste 10 minutes. Et si dans 10 minutes, t'as pas fini le match, je crois que ton vol, c'est vraiment mort et tu vas partir le lendemain matin, racheter un billet, machin, etc. Après, mon erreur, c'est je sais pas pourquoi j'ai acheté un billet en avance. Ouais. J'aurais peut-être dû attendre la finale. Ouais, c'est ça. Et au final, je crois que je suis à 6-6 et là, j'ai dit, bon, écoute, je crois que dans 2 minutes, c'est soit t'es assis sur le banc, soit c'est toi, ou soit c'est lui qui a gagné. Et là, je marque les 2 points suivants et je gagne le titre. Et je me souviens, la remise des prix, bon, on l'a fait, petite interview, les photos, etc. Et après, j'ai couru à l'hôtel et j'ai fait ma valise. Sympa, ils m'ont emmené à l'aéroport. Et je crois que le checking, il fermait peut-être à 17h50 et je suis arrivé à 48 devant le checking. J'ai rentré ma valise, j'étais dans l'avion et le soir à 23h, j'étais à Helsinki. Donc ouais, c'était un peu le rush. Mais en fait, c'est parce que... Mais ça t'a aidé, je pense. Je pense que ça m'a aidé. Et puis en fait, aussi à Helsinki, il y avait mon préparateur physique et un autre coach qui était là. Et je crois qu'au fond de moi, j'étais non, s'il te plaît, gagne pas le titre et pour bouffer après derrière tout seul au resto le soir dans la banlieue de Munich. Je me suis dit au moins le soir comme ça, je verrai mon préparateur physique. J'en pouvais plus. Ça t'a enlevé cette pression en fait. Mais ouais, mais en fait, des fois, tu relativises, tu prends du recul parce que tu vois, c'est comme quand on parlait de la pression. Je pense que quand t'es bon dans un sport, en fait, t'as un peu des œillets où t'as l'impression que si tu perds tel match, la presse en Suisse va parler de telle défaite. Puis en fait, tu perds ton match et en fait, tu vois qu'il se passe rien. Il se passe pas grand chose. Et des insultes sur Insta quoi. Ouais. Si on pouvait les éviter. Non, mais tu vois, ce que c'est en fait, tu penses que certaines défaites vont avoir des conséquences. Et en fait, tu te fais un tas d'images et tu te dis tiens, mes parents vont être déçus, on va écrire ça sur la presse. Et en fait, tu perds et ça, sans être méchant, mais en fait, tout le monde s'en fout de ta vie. Enfin, ils s'en foutent de ton résultat, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un truc sur lequel des fois peut-être je pouvais être impacté, que maintenant. En fait, tu fais ton truc, tu vois, parce que c'est vrai qu'une personne lambda, entre guillemets, t'es personne, quoi. T'es en train de bélier, tu joues au tennis, mais bon, ouais, t'es un athlète, mais voilà, il y a des gens qui ont des métiers
pour le coup, qui sont importants, tu vois, un médecin qui opère, etc. C'est un vrai métier. Enfin, je dis pas que c'est un faux métier ce qu'on fait, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu penses que les gens peuvent penser des choses et être focalisés sur toi, alors que finalement, ils s'en fichent un peu. Pas qu'ils t'aiment pas, mais c'est que voilà, il y a d'autres sujets ou d'autres choses qui les intéressent et que tu fais pas forcément l'actu, quoi. Ouais, je vois. C'est quoi les prochaines étapes pour toi l'année prochaine? Comment tu l'imagines? C'est quoi tes objectifs? 2024? 2024, écoute, c'est d'être dans les. Là, j'y suis pas encore, mais même, tu vois, je pense que faut que j'arrive à rêver grand, mais d'être dans les tableaux des grands chelems, donc c'est faire partie des 100 meilleurs. Voilà, je pense que c'est un truc fin 2024 qui serait vraiment cool à réussir. Faut que je fasse une grosse saison parce que tout le monde joue bien. Les places sont chères, tu vois, il y a personne au même classement. Il y a 100 joueurs et ça se départage vraiment entre 100 joueurs. Tu vois, tu peux pas être ex aequo avec un autre joueur. Donc c'est vraiment les places sont chères et plus tu montes, plus tu dois gagner de matchs et faire des grosses successions de victoires aussi, parce que tu vois, avoir une grosse victoire mais derrière tu perds, ça fait pas beaucoup de points, tu vois. C'est avoir un enchaînement de victoires contre des top players dans les gros tournois. Mais voilà, si j'arrive en fin d'année dans le tableau des grands chelems, ce serait un bel objectif. C'est un objectif élevé, mais je pense qu'il est réalisable. Je pense que nous, en Suisse, on peut être ambitieux, mais on a du mal à le verbaliser parce qu'on est, je pense, en général des personnes assez humbles et discrètes là-dessus. Et je pense que moi, pour progresser, il faut que j'arrive à aussi rêver un peu plus grand pour que affirmer. Surtout que moi je suis convaincu que quand tu as une vision et tu te vois quelque part, tu connais pas le laps de temps mais tu y arrives un jour ou l'autre. Je pense que si tu fais tout pour et tu te vois quelque part, souvent ça se réalise. Donc voilà, c'est ce que je me souhaite pour la fin de l'année et à plus long terme des ambitions encore plus élevées, mais voilà, disons que par rapport à où je veux aller sur le long terme, être dans les tableaux de Grand Chelem, ça fait partie du parcours, c'est sur le chemin, donc à court terme, c'est ça que je me souhaite. Magnifique. Écoute, Antoine, merci beaucoup. Bah, merci à toi. C'est super, super inspirant ton parcours. T'as la tête sur les épaules. T'as l'air d'être quelqu'un de positif. Je pense que t'as pas le choix hein, si tu veux évoluer à ce niveau. Mais en tout cas, écoute, moi je trouve super inspirant ton parcours, ce que tu as fait et ce que tu risques de faire. Donc tout de bon pour 2024. Merci beaucoup. Et puis je pense qu'on entendra parler de toi, en tout cas au sein de Ressources, mais dans d'autres médias. Bah, j'espère, merci de m'avoir reçu. Top. Merci beaucoup. Hein.